Salut les gens, aujourd'hui si vous avez bien lu le titre de la vidéo, on va parler des 10 animés qui m'ont le plus déçu. Et je parle bien de déception parce que je pense que c'est le mot qui correspond le plus à ce que je veux dire. En effet, les animés que je vais présenter ne sont pas forcément mauvais, je ne dis pas non plus que je ne les ai pas aimés, je parle bien d'animés qui m'ont déçu. En revanche, comprenez bien que puisque ces animés m'ont déçu, je ne me suis pas amusé à les re-regarder exprès pour ce top. Il n'y a que le numéro 10 que j'ai vu 2 fois, sinon tous les autres c'est une seule et unique fois. Par conséquent, je vais tout baser sur mes souvenirs, donc ne vous en faites pas si mes argumentations sont parfois approximatives, voire inexistante. Et vous me connaissez, quand je fais un top, je m'impose des critères. En l'occurrence, tous les animés que je vais citer, je les ai vus en entier, ce qui n'est par exemple pas le cas de La Fille des Enfers. J'ai vu 2 épisodes et... je me sentais pas capable de mater 3 saisons. Donc voilà, je peux pas avoir un avis concret, donc il ne fait pas partie de mon classement, même si j'en parle. Il y a aussi Neon Genesis Evangelion où... j'aime pas les mechas, merde. J'ai vu un épisode et ça m'a suffi. D'autant que si vous vous rappelez de mon top 10 de mes animés préférés, j'avais dit qu'il y avait une longue période où le style japonais ne me plaisait pas. Et un jour, mon meilleur ami, enfin, pas le meilleur ami que je cite habituellement, mon autre meilleur ami... Non mais c'est dur de les différencier, ils sont tous les deux PD en plus. Oui, j'ai vraiment des amis de merde. Bref, un jour donc, mon meilleur ami me montre Evangelion, qui fait un des premiers animés, je ne sais plus le combien, que j'ai revu, et je me suis soudainement souvenu que les cheveux au Japon, c'était n'importe quoi. Donc quand j'ai vu Rei, mais non, pas celle-là, voilà. Eh bien, ma réaction dans ma tête, ça a été un peu ça. Ensemble, butons ces enfoirés de racistes des cheveux bleus. Bref, même le manga me plaisait pas, j'accrochais mieux à Evangelion The Iron Maiden Second, qui était plus comique. Bon, maintenant avec mon expérience et du recul, j'ignore totalement ce que ça vaut réellement, mais en tout cas je comprends pourquoi ma meilleure amie disait que les dessins étaient particuliers. Il y a également X, que j'avais évoqué brièvement dans ma vidéo sur les mangas, où je disais que les dessins ne me plaisaient pas. J'ai vu un épisode et... Et ça c'est bien. Et oui, exactement. Et encore une fois, je ne critique pas, je ne dis pas que l'animé est mauvais, je ne dis pas que l'histoire est nulle, et c'est justement parce que mon meilleur ami, non l'autre, enfin bref, on s'en fout, m'a dit tellement de bien sur cet animé que j'ai été déçu de ne pas aller plus loin. Mais les dessins filiformes, ça me rebute, et voilà, j'y peux rien. Ou encore Clannad, où on m'a dit plusieurs fois que si j'aimais Little Buster, je devrais aussi aimer Clannad, sauf que non! Juste non! Comment osez-vous dire ça? Alors au début ça partait pas trop mal, bon sauf les passages avec la fille et son petit robot de mer qui sont juste chiants et chiants, mais sinon c'était vraiment drôle des fois, j'ai beaucoup ri, mais plus les épisodes avançaient, plus ça s'enfonçait dans le gouffre des méandres, des bas-fonds de la tentation au suicide. Et pour tout vous dire, j'ai eu du mal vers la fin de la première saison, mais ça n'était rien comparé au début de la deuxième. Normalement vous voyez, je m'enchaîne 4 ou 5 épisodes à la suite, mais alors là c'était même pas la peine, c'était un épisode et c'était tout. Il y avait même des jours où je ne regardais rien, c'est même devenu une semaine par moment. Et ça me prenait tellement la tête, j'en pouvais tellement plus qu'au milieu du 6e épisode j'ai arrêté, comme ça, d'un coup. Alors déjà, sachez que je déteste commencer quelque chose et ne pas finir. Mais alors là, pour que j'arrête brutalement en pleine saison et au beau milieu d'un épisode, ça tient de l'exploit. Et des animés qui m'ont fait ça, croyez-moi, je ne peux pas vous en citer des masses. C'est pour vous dire à quel point ce truc m'a déçu. Et si j'avais pu finir cet animé, il aurait eu une place de choix dans ce classement. Mais le truc c'est que les mecs n'ont rien compris, genre consacrer un arc à un personnage tertiaire. Non! Un personnage tertiaire, c'est entre le figurant et la silhouette. Alors que je vous définisse les termes du cinéma. Un figurant, c'est genre ça, voilà, ce mec avec cette horrible coupe. Le figurant ne parle pas, il fait partie d'une masse. La silhouette, c'est genre ce mec, c'est quelqu'un de pas important du tout, mais qui peut avoir une phrase, voilà. Donc d'où on consacre des épisodes à un personnage tertiaire, à une silhouette, bordel de merde. C'est comme si Twilight consacrait un livre à Brie, ce serait stupide. Ou encore l'évolution des personnages qui est complètement inexistante ou alors qui ne sert strictement à rien. Genre tu prends cette fille qui vit dans son monde, qui, oui dans le langage choix on appelle ça un autiste, elle devient le centre d'intérêt dans son arc, voilà, à la fin elle a évolué, mais dès qu'on s'intéresse plus à elle, paf, zéro, rien du tout, elle est toujours aussi shootée. Et franchement, on ne s'attache à aucun personnage, même à l'héroïne. Bon bah déjà, ça c'est pas une fille, ça c'est un insecte, il y a même les antennes, mais déjà qu'elle était méga niaise au début, mais à la fin... Ah, nom de moi que c'est insupportable. Non, moi c'est bon, voir des malades mentaux complètement débiles qui se foutent sur la gueule et qui se complaisent dans leur malheur, ça va, j'ai assez donné. Voilà, donc maintenant que j'ai installé une grosse ambiance, allons-y pour mon top 10 des animés qui m'ont le plus déçu. Numéro 10. Idan no Aria. Alors l'animé en lui-même n'est pas décevant, loin de là. Bon, déjà c'est l'opening qui m'a donné envie de voir l'animé. Et l'opening est vraiment pas mal du tout. Bon, il y a juste le début où...
Bah, je m'en serais bien passé de ça, surtout que ça n'a aucun rapport avec l'animé. Mais sinon, waouh, Sherlock Holmes, trop bien! Waouh, une fille qui sait se battre! C'est génial! Alors je me renseigne et c'était censé être comique. Eh bien c'est là le problème. Si vous voulez voir une comédie, ne regardez pas Ida no Aria. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas drôle, il y a des moments où j'ai bien ri. Mais voilà, des moments. Ida no Aria, avant d'être une comédie, c'est surtout de l'action. Tu suis plus l'aventure que tu te marres. Après, un truc qui me saoule, et vous devez certainement le savoir, c'est le ecchi. Tu lis le pitch, c'est génial. Le héros a besoin d'être excité sexuellement pour utiliser ses pouvoirs. Donc est-ce que tu le sens bien, le ecchi forcé, là? Cela dit, je vais pas faire ma mauvaise foi, même s'il y a quelques scènes de petites culottes, il y en a pas tant que ça au final comparé à d'autres animés, malgré cet élément plus que facile du scénario. Un élément que j'ai trouvé intéressant est le fait que plusieurs personnages soient liés à d'autres que l'on connaît. Par exemple, Sherlock Holmes est l'ancêtre de ce personnage, Arsène Lupin est l'ancêtre de ce personnage, Dracula est... Ah ben non, il faut pas que je spoil. En revanche, ce que je peux dire, c'est que si vous avez un problème avec les vampires de Twilight parce qu'ils brillent au soleil, alors ne regardez pas Ida no Aria. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. De même, un truc qui peut sembler bizarre, c'est que Jeanne d'Arc est l'ancêtre de ce personnage. Oui, Jeanne d'Arc, celle qui entendait des voix. Oui, la folle, c'est ça. Alors je ne suis pas un historien, mais je ne suis pas sûr que Jeanne d'Arc ait eu des enfants. En même temps, vous allez me dire, elle se faisait appeler la pucelle, donc... Un autre élément qui m'a bien plu est ce gentil stéréotype sur la France. La France qui est le pays de la romance. Du coup, Rico, qui a des origines françaises, est le personnage le plus érotisé, aguicheur. Alors c'est sûr, c'est une raison de plus pour justifier la présence de ecchi, mais comme c'est un gentil cliché tout mignon sur la France, j'accepte. Donc voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais l'animé reste très sympathique et je vais vous passer la scène qui fait oublier tous les petits défauts. Numéro 9. Princess Lover. Oui, ben je vous emmerde, hein. Non mais c'est tout, j'ai rien à dire. L'animé ne se veut pas ambitieux, ça se voit avec le générique. Et comme je vous dis, mes 10 animés qui m'ont le plus déçu... Déçu, même si c'est le meilleur mot que j'ai pu trouver, même là ça correspond pas exactement. Parce que je peux pas dire que je suis déçu de cet animé, car au final je n'attendais rien de ce truc. Bon, un truc sympa dans le générique, c'est que les filles dansent à la manière de leur personnalité. Ça ne veut strictement rien dire, mais je vais vous expliquer. Cette meuf, c'est un genre de présidente, donc c'est elle qui emmène le mec. Là, la soubrette, donc forcément très carrée, bien, nickel. Une femme forte, une battante, donc on se lâche carrément, on en a rien à foutre. Et là, c'est la princesse. Elle a tout d'une princesse. Elle est jolie comme une princesse, elle danse comme une princesse, et c'est même une demoiselle en détresse. Alors vous le savez, la fille qui a constamment besoin d'être sauvée, ça me gonfle, elle a qu'à se démerder toute seule. Mais là, ça passe, parce que tout dans cet animé est cliché, et c'est voulu. Et puis pour compenser ça, il y a, comme je vous l'ai dit, la fille aussi couillue qu'un mec, il y a la soubrette qui est également experte en informatique, parce que oui, c'est bien connu qu'une soubrette est forcément une experte en informatique, etc. Il y a même un gay. Ouais non, ok, il est pas gay, mais pour danser comme ça, il faut être gay, donc moi je l'appelle l'ami gay. Donc voilà, cet animé n'a strictement rien d'ambitieux, il s'est juste amusé à faire son petit truc, et c'est tout. Ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Encore faut-il que vous vouliez le regarder. Mais bon, si j'ai du coup pas grand chose à reprocher au numéro 10 et 9, alors là, préparez-vous parce qu'on va arriver dans du lourd, avec en... Numéro 8, Tolofru. Alors là, j'ai disons découvert l'animé en 2 fois. La première fois, alors que je faisais des recherches de je sais plus trop quoi sur internet, je suis tombé par le plus pur des hasards sur des images de Yami. Yami, dont le nom fut d'ailleurs trouvé après avoir écouté en boucle une chanson Disney. J'ai déformé dans le nombre. Bref, et du coup, quand j'ai vraiment découvert Tolofru, la deuxième fois, donc, je m'attendais à ce que la fille principale soit cette fameuse Yami, et non une pute aux cheveux roses. Ensemble, butons ces enfoirés de racistes des cheveux roses. Alors bref, putain que j'ai été déçu vu qu'elle arrive pas du tout de suite. Et en même temps, bon, je la déteste pas, mais à part casser la gueule à un roux, niveau évolution du personnage, c'est pas trop ça. En même temps, dans cet animé, à part Mikan qui se rapproche un peu plus de son frère, aucun personnage n'évolue. Et ça, c'est très intéressant, truc, machin, enfin, ce mec qui m'a fait remarquer que Rito n'évoluait pas, qu'il restait pareil. Et ça, c'est quand même dingue. Même le héros n'évolue pas. Ça veut dire que cet animé n'a aucun message. Incroyable. Et les mecs n'ont tellement rien à foutre de leur truc qu'entre la première et la deuxième saison, il y a des OAV, vous voyez. Eh bien, il y a des éléments qui sortent de nulle part. Genre, cette fille, c'est un fantôme qui apparaît dans la première saison et dans un seul épisode, voilà, youpi, c'est génial. Et ben, dans les OAV, elle est devenue humaine, comme ça.
Non mais paye tes explications. Ou encore dans la deuxième saison, il y a ce mec Zastin, plus connu sous le nom de Zastin Bieber, et cette meuf qui est un croisement entre Princesse Leia et Mickey, eh ben elle est amoureuse de lui. Je sais pas comment elle le connaît, ou même son nom, bon, c'est pas important. Non mais vraiment, si vous voulez des explications, vous pouvez vous brosser. Et mieux, il y a des épisodes mais ça pue le filler à 10 km tellement c'est mal fait. Un épisode filler, si vous voulez, c'est quand l'animé rattrape le manga. Du coup, on diffuse un épisode qui ne sert à rien en attendant, un épisode filler, comme ça on laisse le temps au manga de s'écrire, et l'animé reprendra la continuité du manga, plus tard. Mais là, les épisodes sont une longueur insupportable. Parce que bon, un truc qui dénote, quand ça dure juste 1 minute, c'est marrant, mais quand ça dure tout l'épisode, mais alors là, tu deviens fou, j'allais péter un câble. Bon, là, vu comme je m'énerve, oui, j'ai déjà pété un câble, mais vraiment, vous allez agoniser. Alors si vous n'aimez pas les trucs débiles, ne regardez pas... Ouais, enfin, si on va par là, je vais vous dire de ne regarder aucun épisode. Mais si vous n'aimez vraiment pas les trucs encore plus nuls, ne regardez pas les épisodes 20 et 23 de la saison 1. J'aimerais éviter une abondance des maisons de fous. Et les personnages en eux-mêmes. Eh bien, comme je vous l'ai dit, ils n'évoluent pas. L'un des pires personnages est sans nul doute Haruna, la deuxième héroïne et rivale entre guillemets de Lala, puisque tout comme cette dernière, elle est amoureuse de Rito. Bon, en même temps, dans cet animé de merde, j'ai envie de demander, quelle fille n'est pas amoureuse de Rito? Bref, et donc Haruna est une putain de demoiselle en détresse. Et en plus, quand cette pute est kidnappée, on en profite pour caser du ecchi, bordel de putain de merde, enculé de connard. Mais là vraiment, heureusement qu'il y a Mikan pour me remonter le moral. Et en même temps, dommage qu'elle n'apparaisse pas plus. Parce que même les openings ne sauvent le truc qu'à moitié. Parce que dans chaque générique, même s'il est bon, il y aura quand même une merde. Le premier envoie vraiment du pâté, mais putain de merde. Tous ces plans sur les culs et les nichons. Mais oui. Mais bien sûr. Eh vas-y. Putain. Ouh, je sais pas pourquoi, mais je le sens mal. Mais oui, c'est ça. Allez, je parie un gros plan sur ses seins. Ah non, c'est... Oh putain, son cul dans le miroir, enculé. L'opening des OAV, quant à lui, est assez sympathique. Saigné, je l'avoue, mais c'est version chibi et j'aime bien. Il y a juste un tout petit truc qui me dérange. Mais bordel de merde. Non mais sérieusement, les mecs et les lesbiennes, ça vous excite des meufs comme ça? En fait, la seule qui s'en sort, c'est Mikan. Mais c'est normal puisqu'elle a 11 ans. Mais Miami, ce n'est pas logique. Elle porte une tenue moulante qui la serre. Ses seins ne peuvent pas rebondir comme ça. L'opening de la saison 2, alors là, c'est une catastrophe. Bon, alors ça, c'est cool. Là, au moment où vous verrez les feux, c'est le bruit que fait mon cerveau. Parce que je ne comprends pas comment on a fait ce bruitage de merde qui n'a aucun sens. Ah oui, parce que Rito et Mikan accueillent 3 nouveaux personnages chez eux, dont un bébé. Je rappelle que Rito et Mikan ont maintenant 15 et 12 ans et vivent seuls chez eux, sans leurs parents. Voilà, c'est normal. Ah oui, et si vous voulez des explications sur les parents, non. Alors ces personnages, vous les regardez bien et vous les oubliez. Bon déjà on voit leur importance vu le plan furtif dans l'opening, mais ce sont des putains de pervers puissance 1000. Alors d'un côté, on a Rito, une sombre merde, et de l'autre, on a les autres, des connards obsédés, dont un qui est quand même pédophile. C'est génial. Les hommes sont vraiment bien représentés dans cet animé. Bon alors là, vous me dites s'il y a cette fille. Non, la musique était finie là, on ne peut pas continuer comme ça n'a aucun sens. Surtout pour voir des trucs de merde comme si on était défoncé. L'opening de la saison 3, lui en revanche, est vachement bien, et j'ai quasiment rien à reprocher. Ça se veut plus sombre, ou du moins ça essaye. Oh, je suis une fille habillée en noir, je suis un corbeau, rouge. Est-ce qu'en voyant ça, vous pouvez imaginer une seule seconde que Rito est le héros? Sérieusement, même le coton-tige pour poisson est plus utile. Mikan, quand elle est devenue lesbienne... Attends, quoi? Ah non, je croyais que c'était une huître, pardon. Et toujours plein de filles, mais bien sûr. Mais même là, Lala, qui est la cousine de Yui d'Angel Beats d'ailleurs, et Haruna, qui sont les 2 amoureuses principales de Rito, sont au bord du cadre. Elles sont en retrait. Non mais sérieusement. Alors oui, alors ça c'est à cause du changement de point de vue. Mais quand même, là c'est peut-être un peu fort. Voilà, et on finit la musique sur la maison. Mais alors pourquoi diable Tolovru ne marche pas? Entendons-nous bien. Quand on est adolescent, nous sommes fragiles, nous avons des sentiments un peu troubles, et que Rito ait le cœur qui hésite entre 2 personnes, ça,
c'est normal, ça arrive à tout le monde, ça nous permet de nous identifier. Et le fait qu'il ne soit pas populaire aussi. Comme ça, si t'es un mec, tu te projettes dans ce personnage et tu vis même mieux sa situation. Parce que tu te dis que ce mec est un loser, que t'aurais fait mieux. Et c'est justement ça le but, avoir confiance en soi. Donc là, c'est très bien. Sauf que dans ce putain d'animé, dès qu'une fille apparaît à l'écran, elle est amoureuse de Rito. Et vous avez pas qu'une fille ou deux, comme vous avez pu le remarquer. Donc à partir de là, ça ne marche plus. On n'y croit plus. Le fait qu'il y ait autant de filles qui l'aiment, on ne peut plus se projeter dans le personnage. Surtout que c'est un loser fini. Et le fait qu'il ait autant de succès alors qu'il n'a aucun charisme, rend le truc pas crédible une seule seconde. Numéro 7. Oni-chan dakedo aisare areba kankanai yo ne. C'est un animé sur l'inceste entre un frère et une sœur, et c'est même du twincest. Le twincest, c'est l'amour entre deux sœurs jumelles, deux frères jumeaux, ou un jumeau et une jumelle. Et si vous regardez bien, vous vous rendrez compte que twincest est formé de twin, jumeaux, jumelles, et d'incest. Sauf qu'on a droit à la sœur, une fille qui sert à rien, une fille qui sert à rien, et une fille qui sert à rien. Non, parce que moi, quand je regarde un truc d'inceste entre un frère et une sœur, je veux voir la sœur, c'est tout. Les autres filles, j'en ai rien à foutre. Et encore là, ce sont les filles principales. Alors je ne compte même pas le nombre d'allusions sexuelles. Et le générique, bien que très rythmé, démarre très mal. Des filles à poil, une culotte, presque une paire de seins, une culotte, furtivement une culotte, des seins qui rebondissent, une culotte, une fellation, une éjaculation faciale, une fellation, une loli dont on peut apercevoir la culotte, une position sexuelle, une fellation, une culotte, une position sexuelle. Et on retrouve les meufs à poil. Et donc on se dit que ça va être super méga ecchi, alors qu'en fait pas du tout. En fait toutes les allusions sexuelles servent à montrer que les filles ne sont que des chiennes qui veulent juste taper le mec. Et là c'est au tour des femmes d'être très bien représentées dans cet animé. Et qu'est-ce que ça vaut, Niai? Eh ben pas grand chose. Parce qu'il se passe pas grand chose. Et si en plus on dit que les autres filles on en a rien à foutre, alors là il reste que dalle. Bon, déjà, la sœur. Perso, moi j'ai une sœur jumelle aussi jolie qui me propose de prendre un bain avec elle, je réfléchis pas. Cela dit, ça risque d'être compliqué puisque si c'est ma sœur jumelle, elle risque de pas avoir une belle gueule. Enfin bref, et les autres filles, mais elles sont méchantes avec la sœur. Ah mais moi j'avais la peine pour elle. C'est clair que j'aurais bien voulu la réconforter. Enfin, heureusement qu'elle change à la fin. D'ailleurs, la fin... Bon, alors je l'ai déjà évoqué, et puis après tout on s'en fout, cet animé c'est de la merde. Donc voilà, le mec dit tout d'un coup que sa sœur n'est pas sa sœur. Non mais quand je dis tout d'un coup, c'est vraiment tout d'un coup. Le mec sort subitement ça de son cul et fin de l'animé. Voilà. Il fait une putain de révélation et l'animé se termine comme ça. Non! Mais en plus, nous, spectateurs, on ne sait même pas si on doit le croire du coup. Parce que si encore il y avait des éléments qui pourraient confirmer ses propos, d'accord, mais là il y a rien. Je veux dire, si encore il avait la peau mate, des cheveux noirs et des yeux foncés, tandis que sa sœur avait la peau pâle, des cheveux blonds et des yeux bleus, ok, sauf que c'est pas le cas. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, et c'est normal, ce sont des jumeaux, putain. Genre, ils sont pas sortis de la même mère. Mais en plus, si vraiment les deux personnages ne sont pas frères et sœurs, ça veut dire que sur Terre, genre sur toutes les filles qu'il y a, on a pris comme par hasard une fille qui avait la même couleur de peau, de cheveux, d'yeux et le même âge que le mec. Comme par hasard. Non mais on se fout de notre gueule là. Allez, c'est bon, vas-y. Numéro 6. Oni-chan no koto nanka zensensuki jani dakara ne. Alors ça va être encore plus rapide. Bon bah déjà, les dessins, Regardez-les là-bas, regardez-les. Oui, alors je sais que c'est purement subjectif, mais c'est moche. C'est moche. Il en fallait du courage pour visionner ça jusqu'au bout. Et mieux, c'est censé être un animé sur l'amour incestueux d'un frère et d'une sœur, oui encore. Et ben dès le début, t'apprends que la fille, n'est pas sa sœur, qu'elle a été adoptée. Mais c'est génial. Et croyez-moi, il y a plein de gens qui ont arrêté à cause de ça. Et c'est que le début, je le rappelle. Et le nombre de commentaires me demandant comment j'avais fait pour tenir jusqu'au bout, je ne les compte même plus. Comme quoi. Non, alors c'est vrai que j'ai failli arrêter au bout d'un moment. Puis dans un épisode, il y a eu un petit regain d'intérêt, donc j'ai continué et... Eh ben c'est déjà pas mal d'avoir regardé jusqu'au bout. Bon alors qu'est-ce qu'on peut dire de bien sur cet animé? Ah bah déjà il y a ce personnage. Bon forcément on est dans un putain d'harem, donc puisque c'est pas le mec principal, on le voit pas souvent. Mais ce type est hétéro, et pourtant il y a plusieurs scènes assez ambiguës qui pourraient faire croire qu'il est gay. Enfin en tout cas ça m'a bien fait rire. Également si vous êtes fétichiste des collants, alors cet animé pourrait vous plaire. Ah et sinon il y a des images de Kissixis dans l'animé. Voilà, bon l'opening est rythmé mais un peu niais quand même. Et je vais terminer par la meilleure fin d'opening que j'ai jamais vue. Oh là là, elle a levé la jambe, on s'en sort plus, s'il te plaît. Numéro 5. School Days. Ah, vous vous attendiez à celui-là. Mais vous vous attendiez peut-être aussi à ce qu'il soit classé plus haut vu à quel point je lui crachais dessus dans ma critique. Eh bien non, j'ai, entre guillemets, juste été très déçu. Mais je ne dis pas qu'il est mauvais. Quoi? J'avais dit qu'il était mauvais?
Bah j'étais énervé, voilà, merde. Et même si moi j'ai pas aimé, je comprends très bien que des gens aient pu aimer, et j'ai même envie de dire tant mieux. Mais moi déjà... Bon, je vais éviter de reprendre ce que j'ai dit dans ma critique. Mais moi déjà, donc, un truc qui me dérange, c'est la vision de l'amour, si on peut appeler ça de l'amour, que donne l'animé. Parce que ouais, j'adore faire du politiquement incorrect et tenir des propos crus sur les femmes, les hommes, le sexe, les fantasmes et tout. Mais en fait, j'ai une vision très idyllique de l'amour et du couple. Ouais, je suis un grand romantique en réalité. Donc du coup, là c'est clair que ma vision en a pris un coup. Mais limite, je m'en fous de ça, parce que je ne demande pas à un animé d'avoir les mêmes opinions que moi, sinon je serais très étroit d'esprit. Mais c'est surtout que bordel de merde, je veux une suite cohérente. Logique, qu'il y ait des explications. Déjà que quand Makoto abandonne Kotonoha pour Sekai, j'ai été plus que surprise parce que ça sortait vraiment de nulle part. Mais encore, il fait rien avec Kotonoha, Sekai est super, donc bon, ça, à la limite, j'accepte. Mais après, putain de chiottes, non. Que le mec soit un connard, ok. Que les filles soient des salopes, pourquoi pas. Mais je veux des explications, bordel de merde. Tu changes de fille comme de chemise, tu penses qu'au cul, bon, ça correspond pas à ma vision, mais pourquoi pas. Mais au moins montre-moi une pente, une dégradation. Vous savez, j'aurais mieux accepté si entre chaque plan cul, chaque nouvelle fille, il y avait un épisode montrant la déchéance du personnage. Là, j'aurais accepté. Après, concernant l'opening, il est plutôt sympa. Putain de merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, parce que moi, quand je me mate cet opening, je m'attends à voir ça. Ouais, parce que les dessins sont pas les meilleurs qui soient, mais bon, ça reste correct. Même si au début de l'opening, on voit des insectes, pas des humains. En revanche, si le générique est sympa à écouter, il est complètement incohérent. Alors j'aime bien ce passage, ça fait un peu céleste, avec les voix qui viennent de tu sais pas trop où, donc ça fait genre les sentiments qui sont en nous. Mais sauf que les bons sentiments en nous, ils vont pas rester longtemps, parce que ça vire vite à l'obsession et voilà. Remarque, si les plumes représentent des bites, wouhou, c'est la fête, mais au moins ça paraît logique. Mais là, les meufs à poil, putain. Bon alors déjà, ça c'est agaçant, mais ça représente quoi au final? Toutes les filles avec qui Makoto va coucher? Ok, mais alors dans ce cas, faut pas que cette fille apparaisse. Et si vous me dites que c'est juste pour montrer les filles? Ok, mais alors dans ce cas, faut aussi montrer Kokoro, et nue, elle aussi. Et si vous me dites que non, quand même, ils oseraient jamais foutre une loli à poil? Si vous saviez... Ah, et un dernier truc que mon meilleur ami a relevé, c'est ça. Makoto et ses écouteurs, comme si ça symbolisait qu'il était dans son monde. Ouais, ok, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher mieux s'il était dans son monde de naïf et qu'il ne comprenait pas que toutes les autres filles étaient juste de sales chiennasses qui ne désirent qu'à se faire souffler dans la praline. Non, parce que qu'il soit dans son monde obsédé sexuel qui ne se rend pas compte qu'il fait le mal autour de lui alors qu'il est au même niveau que les autres putes, ça fait du symbolisme plus que bancal. Numéro 4. Kanazuki no Miko. Bon alors l'opening, sublime au demeurant, et... Oui, alors parce qu'au début je n'aimais vraiment pas ce générique. Et puis pour ce top 10, croyez-moi, j'ai dû l'écouter et écouter et écouter encore, et putain de merde, j'ai fini par les mémes de la Normando, ouais. Mais même si l'opening est génial, il résume à lui seul le problème de cet animé. Alors faisons une petite analyse. Une relation hétérosexuelle, les meilleurs amis qui vont devoir s'affronter, un lot de personnages inutiles, et des Transformers. Voilà, vous êtes d'accord avec moi, mon résumé est bon. Eh bien, cet animé est un Yuri. Ouais. Alors je pense qu'il est inutile de le préciser, mais je vais quand même le rappeler au cas où il y aura encore quelques âmes innocentes qui regardent mes vidéos et je me ferai donc une joie de les corrompre. En matière de sexualité, mais la bonne sexualité quoi, les animés japonais nous proposent 3 grands genres. Les hentai, mettant en scène des relations hétérosexuelles, les yaoi, relations homosexuelles entre hommes, et les yuri, relations homosexuelles entre femmes. Mais là, paye ton lesbianisme. Alors pour être objectif, voilà la scène qui pourrait faire penser à du yuri. Cela dit, soyez honnête. Si vous me dites que ouais, ça se voit qu'elles sont lesbiennes, je suis sûr que vous pensez ça parce que je vous ai dit que c'était du yuri. Si je vous avais rien dit, vous n'aurez rien pensé. Parce que oui, dans la tête des gens, 2 filles très proches, non, elles ne sont pas nécessairement lesbiennes. Par contre, si ça avait été 2 mecs, alors là oui, on leur aurait collé l'étiquette gay sur le front. Et puis les 2 filles enlacées comme ça peut être du symbolisme, genre le soleil et la lune, comme ils sont évoqués depuis le début. Le soleil et la lune. Tiens d'ailleurs, le soleil qui verse une larme, c'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Rends-moi ce qu'il m'a pris. Oh bah oui, larme de soleil, jeune fille aux longs cheveux blonds, voilà quoi. Non, plus sérieusement, ça évoque pas nécessairement du lesbianisme, c'est vraiment du symbolisme. Et le symbolisme, ça justifie tout. Cette technique consiste à faire croire qu'une grossière erreur dans votre vidéo fait partie d'un plan logique et parfaitement calculé à l'avance. Et oui, là par exemple, c'est pas une erreur, c'est du symbolisme. Les pétales qui volent vont dans cette direction, comme ses cheveux, et elle, non, c'est pas une erreur. Si ses cheveux flottent pas dans la même direction, c'est du symbolisme. Mais plus sérieusement, regardez-moi ça.
Bon, on vire l'hétérosexualité. Quitte à choisir, avouez que vous direz plus que cet animé est un yaoi. Et pourtant non. Et c'est ça qui est décevant. Bon, déjà dans l'animé il se passe pas grand chose et j'aime pas les mechas. Mais bon, quand je veux regarder un yuri, je veux voir deux meufs qui se roulent des pelles, putain. Déjà que j'avais vu un shonen ai / yaoi avec gravitation, oui parce qu'en animé c'est du shonen ai mais en manga c'est du yaoi, bref, je me disais quand même qu'il fallait que je me mate pour la première fois du yuri, mon hétérosexualité étant en jeu. Mais alors là, bordel de merde. Parce que c'est ça le truc, ça m'a déçu parce qu'il y avait un contexte autour. Je voulais voir du lesbianisme et pas de l'hétérosexualité, putain. Donc vraiment, si vous voulez regarder cet animé, dites-vous bien que vous n'allez pas voir du yuri. Non vraiment, ce qui sauve le truc, c'est le générique. Même si c'est sûr que le début est plutôt niais avec le coup de... Oui, il y a des fleurs, t'as vu? Mais voilà le meilleur passage du générique. Ah putain, c'est tellement puissant, c'est tellement fort, avec toute la rage qu'il y a dans leurs yeux. Moi j'adore le symbolisme, et ce concept, je le kiffe. Les sœurs ennemies, ou genre les meilleurs amis qui vont devenir les pires ennemis, qui vont devoir s'affronter avec toute la haine, toute la colère qu'il y a en elles. Et j'adore poser cette question sur les personnages. Comment en sont-elles arrivées là? Alors vous pouvez me dire que du coup ça fait du spoil, mais en même temps j'aime cet aspect épée de Damoclès au-dessus de leur tête. On sait ce qui va leur arriver, mais elles l'ignorent. Ça fait penser à Anakin qui va devenir Dark Vador. Mais bon, ça reste du pseudo-Yuri, et j'ignore si tous les Yuri sont pareils, mais j'ai eu le même problème avec Maria Olic. Alors l'opening est méga entraînant avec Misa Amane qui passait par là, et quand même quelques passages un peu étranges. Je vais te dévorer l'anus. Bon, ça c'est classe. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de regarder cet opening et pas de l'écouter. Parce que sinon il se peut qu'une situation gênante survienne. T'écoutes quoi là? Non, rien, c'est juste le générique de Maria Olic. C'est cela, oui. Mais il y a encore un garçon? Si, là, Misa Amane. Non, je ne vous spoile rien, vous l'apprenez dès le premier épisode. Alors, je suis hétéro, donc un garçon et une fille, pour moi, c'est cool. Mais là, en l'occurrence, j'ai envie de voir du yuri, du lesbianisme, des meufs qui se galochent, et même plus. Mais pas de pseudo-relations hétérosexuelles, merde! Et je ne sais vraiment pas si tous les yuri ne sont en fait pas des yuri, mais rebelote avec Candy Boy! Bon, déjà, cet animé est spécial. Peut-être que Mr. Enzor devrait faire un épisode hors série sur ça. Mais c'est pas tout, parce que Candy Boy, en plus d'être du yuri, c'est du twincest. Mais là, le twincest, si vous le voyez, dites-le moi. Et il y a une blague que font souvent les fans d'inceste. Alors ça peut marcher avec twincest aussi. C'est It's not incest, it's wincest. Mais là, je peux vous garantir qu'on n'a rien gagné du tout. Donc les mecs et les lesbiennes, si vous voulez voir des paires de nichons, ne regardez pas les animés que j'ai cités. Ils ne sont pas mauvais, mais ce ne sont pas du yuri pour moi. Numéro 3, Okami Kakushi. J'ai été très déçu parce que je me suis fié au synopsis. Parce que quand tu lis, waouh, des disparitions, une malédiction, bref, un genre d'Higurashi quoi. Eh ben putain, si tu regardes l'animé en disant que tu vas voir de l'Higurashi, eh ben alors là tu vas être déçu. Parce qu'Higurashi est l'un des meilleurs animés du monde et Okami Kakushi est loin d'être aussi bon. Et vous savez ce qui me désole le plus ? C'est que ça a été produit avec le créateur d'Higurashi. Rien que ça. Donc c'est d'autant plus frustrant. Alors c'est clair que pour le synopsis, ça ressemble à Higurashi. Mais pour le reste, rien du tout. Bon, les personnages, c'est pas le même créateur, et ça se voit. Bon, comme dessin, il y a pire, évidemment, mais il y a mieux. Et d'un côté, j'étais plutôt satisfait de voir un héros un peu différent des autres qu'on a l'habitude de voir. À l'aspect faible, avec des lunettes, mais putain, c'est que maintenant que je me rends compte que ce mec a toujours la même putain d'expression. Ah bah déjà qu'il était pas charismatique. Il me fait penser à Tommy Wiseau de The Room. Bref, nous avons donc Hiroshi. Putain, à 2 lettres près, ce mec, je l'ai explosé. Bref, Hiroshi donc qui est un peu inutile et un peu con. Oui non, parce que quand un mec te sert d'un peu trop près et qu'il te harcèle, tu en parles. Tu vois bien qu'il est bizarre, qu'il est pas normal ce mec de se coller autant à un autre mec, c'est... Sorti de son contexte, cette phrase fait très homophobe. Enfin bon, cet animé est relativement étrange. Alors il y a un climax, et même un bon climax en toute honnêteté. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le climax arrive au milieu de l'animé. Oui, au milieu de l'animé, et pas à la fin, comme dans tous les autres animés. Et du coup, quand t'as vu la première moitié de l'animé, bah t'en as plus rien à foutre de la seconde. Déjà qu'il se passait pas grand chose au début, mais alors là c'est encore pire. Et la fin, bah on s'en fout un peu en fait. Concernant l'opening, il est... pas mal, mais trop long à se mettre en place. Sérieusement, quand la meilleure partie d'un générique, le moment le plus épique, le climax de fou, arrive au bout de 57 secondes sur 1 minute 30, je rappelle, c'est quand même vachement long.
Bon, alors, si les numéros 8 à 3 peuvent quand même être relativement interchangeables, là, on va arriver à du très très lourd. Hiroshi, un petit mot d'encouragement avant que je me lance? Numéro 2, Yosuga no Sora. Alors là, à ceux qui m'ont conseillé cet animé parce que j'adore l'inceste, je leur dis, avec un grand sourire, allez tous vous faire... Non mais franchement, faut vraiment avoir rien compris à l'inceste pour avoir osé proposer à moi cette merde. Vous êtes de faux fans. Tiens ben pour la peine, tous ceux que je vais citer, je les déshérite. Alors là, attachez-vous bien parce que je vais pas faire de cadeaux. Bon déjà les dessins on a vu mieux. Mais l'histoire, putain... Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça marche par arc comme Higurashi. C'est-à-dire que pendant 4 épisodes, là on va se concentrer sur une fille et dans le deuxième arc sur une autre fille. Mais c'est pas aussi simple parce que c'est un arc alternatif. Sauf que moi dans Higurashi c'était bien fait. Parce que quand je suis passé au deuxième arc, il m'a fallu quelques secondes avant de comprendre ce qu'il se passait. Mais vous savez, dans Higurashi, dans chaque arc, il y a des meurtres et on tente de se rapprocher de la vérité à chaque fois que l'histoire avance. Et ben là, vous savez ce qui se passe dans chaque arc de Yosuga no Sora? Le mec couche avec une fille. Paye ton scénario. Mais c'est pas tout. Parce qu'on sait que le mec aime sa sœur jumelle, Sora, ils se sont embrassés quand ils étaient petits, et pourtant ça l'empêche pas de coucher avec cette pute, une autre fois avec cette pute, et une autre fois avec cette grosse pute. Mais le pire, c'est qu'il les connaît même pas, ces filles. Il vient à peine de les rencontrer. Et le fait qu'il change de fille dans chaque arc, ça veut dire qu'il n'a aucun sentiment. Mais en plus, c'est vraiment couché, quoi. Tu vois tout et c'est super méga glauque. Putain, et il couche avec l'autre pute, et il y a sa sœur qui les surprend. Et le mec met du temps à réaliser, et il continue, putain. Et il sourit, putain. Oui, je deviens fou. Oui, je deviens fou. Non mais je vous jure, cet animé est hyper malsain. Oui bon, Mr Babadook aussi, mais dans un autre genre. Mais là vraiment, si vous êtes jeune ou sensible, je vous le déconseille, sincèrement. Conservez votre âme. Moi ça va, mon âme est corrompue depuis que mon père a accouché. Mais là, pour cet animé, c'est marqué interdit aux moins de 16 ans, et je comprends. Et Yosuga no Sora est d'ailleurs l'un des seuls animés où je n'avais qu'une hâte, c'était qu'il se finisse. Voilà. Ça vous donne une idée du degré de chiantitude de ce truc. Alors quand même, avec toute cette tempête, n'y a-t-il pas moyen de trouver un petit rayon de soleil? Eh ben pas vraiment. Le frère et la sœur finissent ensemble, c'est le 4e et dernier arc, très bien. Sauf que je rappelle que l'animé présente des chapitres alternatifs. Ça veut dire que l'arc aurait très bien pu être placé en 2e, et donc dans le dernier chapitre, le jumeau et la jumelle n'auraient pas fini ensemble. Cette pute qui est la pire rivale de la sœur a eu de la chance de pas être une connasse égoïste puisqu'elle se fait du souci pour la sœur du héros, parce que sinon dans mon top 10 des personnages fictifs les plus détestables, elle aurait eu une place de choix. Et enfin, l'opening. Ce générique, c'est comme celui d'Okami Kakushi. Il tente de faire des choses, mais ça marche pas à chaque fois. Alors déjà au début, à part les premières notes, je détestais foncièrement. Et puis comme pour Kanazuki no Miko, je l'ai écouté pour ce top. Et vous savez quoi? J'aime faire du mal, parce que j'ai fini par l'aimer. Comme quoi, à force de bouffer de la merde, on en apprécie le goût. Mais le truc, c'est que cet opening arrête pas d'alterner les points négatifs et positifs. Ça c'est cool. Cette scène dure 18 secondes. C'est trop long. On a saisi le plan, Sora qui regarde le ciel et... Oh putain. Ça c'est classe. Les reflets de Sora et Haruka dans la vie quand ils étaient petits, c'est cool. Le climax de l'opening arrive à 46 secondes, c'est trop long. Et en plus ils font du vélo, c'est génial. Ça c'est moche. Ce plan où il se passe rien dure 7 secondes. Une fausse note. Attends, quoi? Eh, je rêve pas, il y a bien une fausse note dans le générique. Numéro 1. Koi Kase. Alors ceux qui me suivent depuis un moment devaient s'en douter. Cet animé parle d'inceste entre frères et sœurs, c'est cool, ils finissent ensemble, c'est cool, mais tout le reste est chiant, et c'est moche. Et le générique aussi, tu vois bien que le mec qui a fait ça a envie de se suicider. Et en plus, putain de merde, c'est marqué partout que l'animé fait 13 épisodes alors que non. Moi aussi j'aurais bien voulu qu'il ne fasse que 13 épisodes, sauf qu'il y en a plus que ça, malheureusement. Alors ça se veut réaliste. Très bien. Sauf que tu ne peux pas prétendre être réaliste uniquement quand ça t'arrange. Le mec a un père burlesque ou encore un collègue de travail qui doit avoir la trentaine, qui est un gros obsédé, qui ne pense qu'aux adolescentes. Tu ne peux pas prendre des personnages caricaturaux pour essayer de faire rire, parce que ça dénote complètement avec le reste du coup. Il y a un décalage et ça ne fonctionne pas. Ensuite, le personnage en lui-même. Il n'est pas charismatique.
Mais on peut très bien ne pas être charismatique et avoir du succès, regardez Norman. Mais plus sérieusement, limite qu'il soit pas charismatique, c'est pas un problème. Prenez par exemple Yuta Segawa de Papa no Yokoto wo Kiki Nasai. Ce mec n'est pas du tout charismatique, mais son comportement le rend intéressant, et ce qui se passe autour de lui fait qu'il est attachant. Et là, y a rien! Et ouais, ce mec a une voix désagréable, et encore heureux qu'il chante pas le premier opening de Death Note, tiens. Il a une mentalité de winner, mais c'est pas le pire. Parce que quand vous lisez un manga ou regardez un animé, généralement le héros ou l'héroïne a entre 15 et 17 ans, et si je prends très large, entre 13 et 20 ans. Autrement dit, le personnage est soit au collège, soit au lycée, et éventuellement dans de rares cas à la fac. Mais pourquoi a-t-il donc cet âge ? Pour qu'on puisse s'identifier, tout simplement, pour qu'on puisse se mettre à la place du héros et qu'on puisse quitter notre train-train quotidien pendant quelques temps et vivre une aventure féerique dans un monde extraordinaire, etc. Or là, le mec a 27 ans, c'est beaucoup trop. Mais je sais que vous allez vous amuser à me sortir des contre-exemples avec des personnages qui ont plus de 20 ans mais dont l'anime est pourtant génial. Je n'ai jamais regardé Gungrave, mais en voyant les personnages, je me doute qu'ils doivent avoir plus de 20 ans. Mais pourquoi ça marche dans Gungrave ? Parce que l'univers n'est pas réaliste, ou du moins il ne nous est pas accessible. La mafia, les armes, tout ça, ça ne nous concerne pas. Enfin normalement. Et parce que cet univers n'est pas à notre portée, on va pouvoir se plonger pleinement dedans. S'il y a des éléments qui en temps normal pourraient paraître un peu gros, on va les accepter parce qu'on entre complètement dans le délire et qu'au final on ne sait rien du truc. Or, avec Koikase, paradoxalement, on va pas entrer aussi facilement dans un univers réaliste. Et après tout, qui va vouloir se mettre à la place d'un mec qui travaille ? Autrement dit, étant encore à l'école, on n'a pas vraiment envie de s'identifier à un personnage qui fait un boulot chiant pour nous. D'autant qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens ont peur de grandir. Et devenir adulte, c'est avoir un travail, mener une vie morose et faire des sacrifices. Et quand on a 15 ans et qu'on regarde un animé, je comprends parfaitement qu'on puisse ne pas avoir envie de voir un mec s'ennuyer à son travail. En fait, selon moi, l'animé aurait mieux marché si on suivait intégralement l'histoire, ou au moins la majorité, du point de vue de la sœur. Elle a 15 ans et c'est le seul personnage appréciable. Parce que oui, même si l'histoire est nulle, je n'ai pas envie d'enfoncer encore plus cet animé. Même si le résultat est mauvais, il dégage pour moi un élan de sincérité. Je veux bien croire qu'il ait essayé d'être agréable. Je veux bien croire qu'il ait voulu faire passer un bon message d'amour et de tolérance. Je trouve cependant cela extrêmement dommage que le reste ne suive pas. Et ce sont sur ces belles paroles que j'arrête mon top 10. Mais au final, si vous avez bien suivi, la majorité des animés qui m'ont déçu comportent, entre guillemets, des sexualités inhabituelles. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai pas vraiment parlé d'hétérosexualité habituelle, classique, chiante quoi. J'ai évoqué l'inceste et l'homosexualité. Et franchement, c'est cool que les mangaka traitent ces sujets, surtout qu'ils sont peu présents dans la classe politique. Mais le problème, c'est qu'ils font des trucs de merde. C'est comme s'ils voulaient montrer qu'ils étaient plus ouverts d'esprit, mais qu'ils étaient quand même vite rattrapés par ce que la société veut imposer. Et regardez bien, même si Onihai et Onisuki font partie de mon classement, je peux pas dire non plus qu'ils sont mauvais. Mais le problème, c'est que les protagonistes ne sont pas frères et sœurs de sang. Alors que Koikase Yosuga no Sora, ça c'est du vrai inceste. Le frère et la sœur finissent ensemble, mais pour le coup, les animés sont vraiment mauvais. À croire que soit on fait du vrai inceste et le manga est mauvais, soit on dit que les personnages ne sont pas vraiment frères et sœurs et le résultat est plutôt bon. Prenez Kiss X par exemple. Orgasmique, mais les protagonistes ne sont pas liés par le sang. Évidemment, vous allez vous amuser à sortir des contre-exemples comme Oreimo, où là on a vraiment un frère et une sœur et l'anime est excellent, mais techniquement ils ne finissent pas vraiment ensemble. Bokuhimo idem. D'ailleurs, le cliché du frère et de la sœur qui ne sont comme par hasard pas liés par le sang a été parodié au tout début de Danshi Kokosei no Nichizo où on demande au héros, pour un jeu de rôle, d'oublier sa sœur avec qui il n'a pas de lien de sang. Comme quoi, cette solution de facilité n'est pas qu'un cas à part. Et j'ai aussi évoqué le Yuri avec Kanazuki no Miko et Maria Olic. Mais sérieusement, il y a des garçons. Bordel de merde, je regarde un Yuri, du lesbianisme, je veux voir deux meufs, je veux pas qu'il y ait un garçon qui interagisse avec les personnages. Et comme je suis un mec hétéro, je ne regarde pas de yaoi. Mais là aussi, il y a un problème. Je vous conseille de regarder la pause manga sur l'homosexualité. Mais comme dit Mr. Enzor, le uke est efféminé. Et parfois tellement efféminé qu'on a l'impression que c'est une femme. Mais là, je dis non. Les filles hétéros et les gays qui regardent des yaoi veulent voir deux mecs, bordel de merde, et pas une pseudo-relation hétérosexuelle. Vous voyez ce que je veux dire? On est ouvert d'esprit, mais quand même. Bon, et sinon je sens que quelques fanboys de mes deux qui me suivent depuis un petit moment mais qui visiblement ne me connaissent pas s'attendaient à ce que je sorte Naruto, Dragon Ball, One Piece, des conneries comme ça. C'est bien de vous auto-persuader, mais je n'ai jamais dit que ces animés étaient de la merde. J'ai dit que je n'aimais pas les dessins. C'est trop dur à comprendre. Et donc, puisque les dessins ne me plaisent pas, vous croyez quand même pas que je vais m'amuser à regarder ces daubes, hein?